Donc, merci pour votre présence. Votre formation, en fait, vous n'allez pas regretter. Donc, dans cette présentation, en fait, disons, j'ai préparé cette présentation en anglais. J'ai préparé en fait une présentation en anglais, puis je vais présenter en français, d'accord? Bon, voilà, je me présente, je m'appelle Ahmed Delbel. En fait, quand on cherche sur Internet, on trouve plusieurs Ahmed Delbel. Il y a deux ingénieurs informaticiens, docteurs en informatique, un professeur arabe, d'accord? Il y a en fait même un photographe pour des mannequins en Californie. Et moi, en fait, disons, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai fait les classes prépa, enfin, à l'IP, tu vois, à Montpellier. MP. Et puis, en fait, disons, j'ai eu aussi, enfin, pendant les concours, puis en fait, j'ai préféré de continuer en physique à l'IPES. Donc, j'ai fait 3 ans à l'IPES. Puis, enfin, c'était en fait un projet franco-tunisien entre Annecy et Cachan, enfin, ENS Cachan et l'IPES. Puis en fait, bon, j'ai passé l'agrégation, puis en fait j'ai fait un master 2 en physique de particules, physique nucléaire et Clermont-Ferrand. En fait, j'ai appris à programmer pendant mon master 2. C'est-à-dire en fait, voilà, en fait, le premier jour, mon encadrant m'a montré un terminal Linux et il m'a dit il faut que tu programmes en C++. Voilà, en fait, sachant que moi, j'étais comme ça, en fait, en programmation. Et bon, un peu, en fait, au bout de 6 mois, on a réussi à avoir des bons résultats. En fait, l'idée, c'était de chercher une particule qui fait partie de l'antimatière, en fait, qui est née juste après le Big Bang. Après, en fait, j'ai continué sur une thèse en astrophysique, donc j'ai analysé des données. Donc, techniquement, j'ai commencé à analyser des données depuis 2009. En fait, on a fait le cloud avant la naissance du cloud. À l'époque, c'était le CERN qui était quoi. En fait, Internet est né au CERN, au Centre européen de recherche nucléaire. Et par la grille de calcul scientifique, le cloud au Centre européen de recherche nucléaire. Et voilà. Donc maintenant, en fait, je suis en conversion thématique. J'enseigne la physique, un peu de maths et un peu de l'informatique. Et voilà. Donc voilà. Bon, j'espère que tout le monde partira en France, à l'étranger. Vraiment, c'est enregistré. Voilà, je vous conseille de partir. Je vous conseille de partir. Ok. Donc aujourd'hui, en fait, quand Slim et Hossein et Elias en fait m'ont contacté là par rapport à cette compétition, mon but en fait c'était de préparer une présentation en fait comme baseline. Donc là, je vais vous parler un peu du métier de détection des fraudes dans le secteur bancaire. Et puis en fait, je vais vous donner beaucoup de technologies. Peut-être en fait, si on aura le temps, on va programmer un peu. D'accord? Donc le plan, je vais commencer en fait par définir qu'est-ce que ça veut dire la détection d'anomalies ou bien la détection de fraude en machine learning. En fait, en deep learning, c'est exotique. Après, je vais vous donner 2 noms d'algorithmes qui utilisent le concept du deep learning. Puis, je vais vous donner en fait quelques applications générales de la détection des points aberrants. En fait, de manière générale, puis dans le secteur financier, puis en fait, on va parler en fait de la dualité entre l'apprentissage supervisé et non supervisé. Ça sera vraiment très technique, d'accord? À la fin, on parlera un peu des algorithmes, d'accord? J'espère que ces algorithmes vont servir pour vous comme une base pour la compétition. En fait, si on veut résumer la présentation, s'il y en a des gens qui veulent partir, en fait, essayez d'utiliser DeepScan et Isolation Forest. Essayez d'utiliser, en fait, Isolation Forest est déjà utilisé par le Credit Suisse. C'est déjà implémenté en Scikit-Learn. DeepScan, c'est Scikit-Learn et HDBScan, il faut en fait installer un algorithme à l'ICR. Je vais garder la présentation, en fait, on va partager après la présentation et 2 fichiers Jupyter Notebook, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait la détection de fraude en machine learning? Donc là, en fait, nous avons plusieurs notions. Il y a le machine learning, nous avons en fait la détection de fraude, et puis nous avons en fait le mot fraude ou anomalie. Donc, le machine learning, en fait, il y a des gens
parle, enfin, c'est un monde très sexy maintenant, tout le monde parle de ça, et personne ne comprend qu'est-ce que c'est. Enfin, en fait, le machine learning, il y a des gens qui parlent de data mining, il y a des gens qui parlent de data mining. Il y a des gens qui disent, on est en train de faire de l'analyse prédictive. En fait, les fous parlent de l'intelligence artificielle. En fait, en réalité, pour vous dire la vérité, on était en train de faire la même chose avant 10 ans avec des statistiques et avec C++. En fait, pour moi, le machine learning, c'est l'application des statistiques avec des méthodes mathématiques. Il y a beaucoup de maths. Il y a beaucoup de maths. Ce qu'on veut ou pas, il y a beaucoup de maths. Si on veut en fait partir dans les premiers 20% des data scientists, il y a du gâteau, il y a du jus pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Okay. L'essentiel pour moi, améliorer votre niveau d'informatique en maths. Donc c'est statistiques et méthodes numériques appliquées en analyse statistique. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire anomalie? En fait, anomalie en anglais, c'est une déviation. Déviation par rapport au normal, par rapport en fait à un cas ordinaire. Donc la détection en fait de l'anomalie, c'est une discipline qui essaie de détecter des événements aberrants. En français, on dit un outlier ou bien un point aberrant. Donc c'est un point qui s'éloigne en fait de l'ordinaire. Donc en fait, c'est un challenge réel. C'est un challenge réel. Toutes les banques d'investissement maintenant à travers le monde essaient en fait d'implémenter cette solution. En fait, maintenant, nous avons un tsunami en Tunisie, puisque comme vous le savez bien, j'espère, la Tunisie a été mise en fait, par l'Union européenne en fait, dans une blacklist, car les banques tunisiennes ne déploient pas assez d'efforts dans tout ce qui est blanchiment d'argent et détection en fait d'opérations frauduleuses. Et là, depuis un mois, on est en train d'assister en fait à un phénomène un peu particulier, mais toutes les banques, mais sincèrement toutes les banques, les entreprises d'assurance, de réassurance, sont en train de contacter des entreprises d'intelligence artificielle et de machine learning, de data science, pour implémenter ces solutions. En fait, mais toutes les banques, la SCB, l'ATB et les compétitions, la compétition de la semaine passée pendant le Digital Summit, en fait, fait preuve. C'est un star, enfin, toutes les banques. Mais donc, en fait, heureusement pour vous, c'est un sujet d'actualité. Mais c'est compliqué. Donc j'espère en fait, en vous donnant cette base, peut-être au bout de 2 heures, vous allez en fait trouver des vraies solutions. Et vous allez présenter ça dans votre CV. Donc en fait, tout d'abord, je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que ça veut dire une anomalie en 1D, en 2D, puis quelques applications. Donc ici, voilà à quoi rassemble en fait une anomalie ou bien un point aberrant dans un cas unidimensionnel. En fait, ce que je suis en train de présenter ici, c'est un histogramme. Vous savez, un histogramme, c'est la représentation de l'occurrence d'une variable aléatoire. C'est une série statistique univariée. D'accord? Donc là, j'ai la variable aléatoire, et là, j'ai en fait l'occurrence. Donc en fait, nous avons quelque chose de normal, puis à un moment donné, boum, en fait, il y a un point qui s'éloigne, disons, du normal. D'accord? Sinon, en fait, il y a quelque chose qui évolue, parce que vous allez en fait analyser des données, vous allez tracer des histogrammes, puis à un moment donné, en fait, boum, il y a une rupture. Sinon, en fait, nous avons un histogramme, les données sont centrées, puis à un moment donné, en fait, là, nous avons un bit, boum, qui monte, et on ne comprend pas pourquoi. Ou bien, en fait, quelques points qui sont un peu éloignés. Donc voilà à quoi ressemble en fait une anomalie, enfin des points aberrants, dans un cas unidimensionnel. Mais, donc en fait, qu'est-ce que j'ai dit? À un moment donné, il y a un truc en fait qui tombe, enfin, ou bien il y a une question de rupture, et moi je l'avais vécu ça en 2010. À l'époque, vous étiez jeunes, en fait, c'était le flash cash. C'était en fait le 6 mai. Vous savez bien, je pense que Wall Street ouvre, enfin le marché financier, en fait, il ouvre vers 14 heures. Enfin, ça dépend en fait du décalage horaire, c'est soit 15 heures, soit 14 heures. Et bon, en fait, à 14h45, le 6 mai 2010, on a assisté en fait à une anomalie. En fait, depuis, on appelle ça le flash crash. Et ben, l'indice en fait du Nasdaq a vu une décroissance brusque, alors qu'il n'y avait rien, ni une guerre, en fait, c'est-à-dire le Moyen-Orient était stable, pendant ces 2 minutes. Et ben, en fait, finalement, c'était un Indien en fait qui était en train de spéculer contre le marché. Comme vous savez, je pense, comme vous le savez bien, maintenant, en fait, ce sont des robots traders qui traitent, c'est-à-dire qui implémentent l'intelligence artificielle. Donc, en fait, si un robot, un ordinateur, détecte qu'un autre robot face à lui
de lancer des opérations, et bien il commence en fait, l'algorithme automatiquement commence à passer aussi, commence à spéculer dans le même sens. Et bien ça crée en fait un effet de groupe entre tous les robots traders. Ben, c'est la magie de l'intelligence artificielle en 2010. Et bien il y a des gens qui ont perdu des milliards de dollars pendant ces 2 minutes. Et bien en fait à Wall Street, ils ont coupé vraiment l'électricité sur les ordinateurs. Après 5 ans, les autorités de sécurité financière américaines ont découvert le responsable en fait de cette anomalie. C'était un Indien, c'est un trader qui était en train de spéculer contre le marché. Enfin, c'est-à-dire que lui n'était pas en train de spéculer. Lui, c'est un ingénieur informaticien, c'est un ingénieur de l'informatique comme infini, informatique financière. Il était en train de programmer ses algorithmes pour que ces algorithmes, à un instant donné, spéculent contre le marché. Bon, ils ont découvert ça après 5 ans. Donc, retenez bien en fait le pattern, d'accord, en 1D. Je continue, et depuis, puisque maintenant à peu près 80% en fait, de l'opération s'effectue avec le robot trader, et ça c'est un autre flash crash. Et malheureusement, on est en train, c'est-à-dire de voir ces patterns tout le temps en fait. Dans la bourse de Paris, dans la bourse de Francfort, qui marche beaucoup. Maintenant, on va passer en fait à 2 dimensions. À quoi ressemble une anomalie en fait en 2 dimensions? Et nous avons ici un image de points, vraiment une concentration de points, et à un moment donné, on trouve en fait des points qui s'éloignent de la distribution principale. Là, techniquement, en fait, en machine learning, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va appliquer en fait ici cet apprentissage non supervisé, puisque les données ne sont pas labellisées. Donc on va appliquer par exemple l'algorithme Terminus, mais en fait ici les algorithmes qui utilisent les sciences ne marchent pas bien. Voilà pourquoi les spécialistes utilisent plutôt en fait un algorithme DeepScan. DeepScan c'est pour Density Based Scan. D'accord? En fait c'est un algorithme qui est basé sur une quotienne exponentiellement x au carré. Okay. Sauf que c'est une exponentielle en fait en 2D. Exponentielle moins x au carré plus y au carré. D'accord? Et bien en fait en appliquant l'algorithme de DeepScan, on arrive à comprendre que ces points, ce sont des points aberrants. L'algorithme de DeepScan est déjà implémenté dans Scikit-Learn, Scientific Kit for Machine Learning, et dans le Sonobule Cluster. D'accord? Mais je continue. Maintenant, comment on peut détecter une anomalie en 2D? Et bien, on voit un image de point, puis il y a un point qui s'éloigne. Peut-être ce point, en fait, c'est pas une anomalie. Qu'est-ce qu'on fait? On applique une analyse par composante principale, un PCA. L'analyse par composante principale se trouve dans le sous-module de composition de Scikit-Learn. D'accord? Donc, quand on applique en fait notre PCA, au moins à 2 dimensions. Un PCA unidimensionnel ne sert à rien. Donc en fait 2D, au moins 2D, pour pouvoir vraiment présenter en 2D, le point, quand le point s'éloigne, on est sûr que c'est une anomalie, c'est un point aberrant. Bien sûr, ici j'ai mis quel est le PCA, puisqu'en fait il y a des PCA, il y a en fait l'ACP traditionnel avec le Stable Value Decomposition. Il existe en fait des PCA, il y a une analyse par composante principale plus performante. Vous pouvez utiliser les deux, quel est le PCA ou bien PCA. PCA, en fait. Maintenant, en fait, je vais vous montrer un exemple pratique sur la négligence en fait, de ces anomalies par des ingénieurs en fait, de fiabilité industrielle. Et par l'accident, en fait, c'est passé quand? C'était le 28 janvier 1986. Et bien, c'était le lancement en fait, d'une navette spatiale Challenger. Ici, il y avait à peu près 12 astronautes, et parmi ces astronautes, il y avait en fait une enseignante, une enseignante primaire, et ces élèves étaient en fait en train de regarder le lancement. Regardez en fait, je vais vous montrer cette vidéo. En fait, ici, CNN, c'est la chaîne vidéo, hein, c'est pas Convolution Network. C'est bon, vous êtes
En fait, 12 astronautes en fait, sont morts ce jour-là, avec cet enseignement. Bon, c'était tragique, mais je reviens. Donc, après, en fait, quelques années, ils ont commencé, c'est-à-dire il y avait en fait un jury, enfin, disons, des inspecteurs qui ont essayé de chercher la cause principale de cet incident. Et bon, ils ont découvert que les ingénieurs de fiabilité, enfin, des ingénieurs pas comme vous, des informaticiens, des ingénieurs de fiabilité industrielle, en fait, quand ils ont étudié, c'était en fait un peu d'analyse de données, quand ils ont étudié en fait le nombre d'incidents en fonction de la température, et bien, ils avaient en fait ce pattern. Donc là, on est en 2D. Il y avait en fait des points, et puisque les points étaient juste à côté de zéro, eux, ils ont dit que la probabilité d'avoir un accident est nulle. Sauf qu'en fait, 10 à la puissance moins 4 en probabilité, c'est pas 0. 10 à la puissance moins 16 en probabilité, c'est pas 0. Et bien, les ingénieurs ont considéré ces points comme des points aberrants. Ils ont éliminé ces points, et à cause de ça, et bien, il y avait en fait une différence dans la navette, en fait, dans un système bien particulier. Et bien, c'est bon, il y avait une explosion. En fait, la deuxième navette s'est explosée après quelques années. Et c'est bon, le programme américain pour l'exploration de l'espace s'est fait arrêter. Bon, mais donc peut-être à cause en fait de ces points aberrants. Maintenant, je vais vous montrer comment une deuxième technique, une énième technique permettant de détecter en fait des points aberrants avec ce qu'on appelle l'échelle logarithmique. Par exemple, je vous montre ici en fait un histogramme. Bon, vous êtes en train de voir une distribution en fait sur un seul bin. Ça, c'est un pattern très connu d'une anomalie. C'est-à-dire on trouve en fait un bin. Juste à côté, en fait, un peu loin en fait, de ce bin, où on trouve la majorité des données, on trouve en fait quelques points. C'est trop compliqué de voir ces anomalies avec l'échelle linéaire. Voilà pourquoi il faut soit appliquer en fait, disons un logarithme, c'est-à-dire on travaille dans un espace semi-logarithmique, ou bien un log. Avec Python, on peut faire ça, c'est-à-dire il suffit en fait d'utiliser le keyword, le mot-clé log et le truc. D'accord? Je vais vous montrer en fait comment on peut faire ça sur 2 minutes. Je vais programmer juste un peu. 2 minutes. Donc, tout d'abord, en fait, on va charger. Enfin, on va tout d'abord en fait charger 3 bibliothèques, d'accord? Enfin, sinon on va charger uniquement 2 bibliothèques. Puis, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais créer une anomalie. Je vais créer en fait une distribution centrale qui va se concentrer à 2, et je vais créer une autre distribution un peu éloignée. Donc pour cela, afin de simuler les données, je vais utiliser le module random de NumPy, et je vais utiliser la fonction normale. Normale, c'est pour créer des distributions selon la loi normale. Pour la première distribution, je vais choisir en fait la moyenne est égale à 0, un écart type par exemple est égal à 10, puis je vais par exemple simuler 10 000 points. Pour la deuxième distribution, je peux en fait vous montrer déjà l'histogramme rapidement. Bon, je mets un point virgule pour supprimer en fait
Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons en fait une loi normale centrée avec un écart type égal à 10. Mais maintenant, je vais ajouter une anomalie. Donc, je vais parer là. Par contre, je veux en fait éloigner un peu la distribution. Par exemple, je veux mettre ça à 100. Je veux créer une loi normale. En fait, il y a quelques points, uniquement 100 points. Donc là, nous avons 10 100. Après, on va parler en fait de la proportion entre l'anomalie et les points. Donc, après, je vous trace ici les sous-graphes. Donc, X2. C'est l'effet de... Je suis en train de zoomer, voilà pourquoi... C'est bon, sinon tout le monde voit ça. Donc là, en fait, nous avons un autre histogramme centré à 100. Maintenant, je vais merger les deux. Je vais merger les deux points, enfin, les deux distributions. Donc, je vais faire ça rapidement. Je fais une concaténation entre les deux listes. Puis, je transforme ces deux listes en un tableau. Puis en fait, je vais tracer maintenant mon histogramme final. Mais, ok. Donc, regardez, je suis en échelle linéaire. Là, je suis en échelle linéaire. En fait, j'ai créé une distribution de points selon les lois normales centrées en 0. Une autre distribution de points, en fait, selon les lois normales avec une espérance égale à 100. Et donc, vous voyez, on peut dire que ça, c'est une anomalie. On voit que sur une échelle linéaire, c'est trop compliqué, il est trop compliqué de détecter cette anomalie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en fait à l'échelle simultanée. Donc je viens ici. Sinon, c'est tout est expliqué dans la présentation. Donc je lis X, puis je lui mets log equal to. Donc je mets un point virgule là. Ah, vous voyez? Donc là, c'est plus clair. En fait, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué la fonction logarithme sur la fréquence, sur l'occurrence, sur le nombre ici. Donc on voit 10, 100, 1000. C'est bon, c'est clair. On peut maintenant, si on veut, on peut passer à une échelle log, d'accord? Donc on va faire ça. Ici, nous avons un petit problème. En fait, x peut avoir des valeurs négatives. Et on sait que la fonction logarithme ne prend pas des valeurs négatives. Donc, on doit appliquer une fonction en fait, de valeur absolue sur x. D'accord? J'espère que vous avez marché. Et puis, en fait, je mets log égale à true. Quand j'exécute, enfin, je mets le point virgule, j'exécute. Et là, je suis sur une échelle log. Attention, en fait là, nous avons un petit souci, puisque nous avons des valeurs entre 0 et 1. Log de ces valeurs, ça donne des valeurs négatives. Peut-être ça va biaiser notre analyse. Donc, quand on passe d'une échelle linéaire à une échelle similo-logarithmique, log, faites attention. D'accord? C'est bon, c'est facile. Je t'ai expliqué dans la présentation. Oui. C'est à partir de quel moment باش نقولوا اللي هذه معناتها انا relativement comparable les deux distributions. Maintenant, je m'appelle pas mal une distribution de deux groupes. Moi, je crois que la avance pas votre. Non, le problème, c'est que vous allez faire peut-être en fait une analyse par une analyse visuelle. Le problème avec ces anomalies, c'est que nous avons toujours 99% en fait de données qui sont des données normales et peut-être 1 ou 0,1% en fait qui représentent des données en fait frauduleuses, des points aberrants. Et donc quand on trace en fait un histogramme, on risque de ne pas voir ces points. Voilà pourquoi il faut quand même faire attention et il faut faire cette analyse passée, disons, je suis en train d'exposer plusieurs méthodes, d'accord? Donc essayez s'il vous plaît peut-être de faire une investigation avec une échelle similo-logarithmique ou bien log. Pour une échelle logarithmique, attention aux valeurs négatives et aux valeurs entre 0 et 1, d'accord?
Mais maintenant, je vous montre en fait la force de cette échelle, de cette représentation de log. Donc là, j'ai un point. Quand j'applique en fait le log, le point s'éloigne quand même de la distribution. En fait, c'est un signe que ce point est une anomalie. Enfin, c'est un point aberrant. Peut-être en fait, c'est une opération frauduleuse. Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de cacher Solangean au Panama, un Tunisien qui possède un point au Panama. Maintenant, en fait, on va passer à l'expertise métier, quoi. Donc, où on peut trouver la détection de outlier, enfin, d'anomalie dans la vie réelle, et bien, en cybersécurité, en sécurité informatique. En fait, les ingénieurs de sécurité informatique utilisent beaucoup la détection des anomalies pour détecter en fait les attaques. Car a priori, en fait, les patterns trouvés dans les connexions, dans les opérations ou bien dans les attaques diffèrent. Il existe en fait des patterns qui diffèrent radicalement d'une connexion trusted connection, d'une connexion normale. On trouve ça aussi en génie industriel, c'est-à-dire dans la théorie de la, je ne vais pas trouver l'équivalent anglais, c'est la théorie de la fiabilité, risk théorie. Les gens qui appliquent la détection de l'anomalie en génie industriel. En fait, en fraud detection. Mais je vais parler de ça dans le slide après. En fait, il y a des gens qui appliquent ça dans la détection des cheaters, vous savez, les gens qui hackent dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, en fait, tu sais de le tuer sur le jeu et la n'arrive pas. Bon. En fait, la détection de l'anomalie. En fait, la détection d'anomalie peut être utilisée peut être intégrée dans le process initial d'analyse des données. C'est-à-dire, quand on prépare nos données, on peut aussi appliquer ces techniques. D'accord ?